Et c'est l'heure de la deuxième partie donc du débat de France 24 consacré à cet homme d'État, Shimon Peres, décédé cette nuit, architecte des accords d'Oslo. On en parlait à l'instant, Bernard Kanovic, l'architecte des accords d'Oslo, mais aussi pour certains, un homme qui est responsable également de leur échec. Oui, les accords d'Oslo, c'est une péripétie enthousiasmante et finalement très décevante puisqu'il n'en reste rien. On fait de la situation récente, les implantations, des obstacles qui sont les obstacles définitifs. Les fondamentaux, c'est cela. Jusqu'à la guerre des 6 jours, 67, il n'y avait pas d'implantation, il n'y avait pas de reconnaissance, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de sécurité. Shimon Peres a travaillé là-dessus. N'oublions pas que l'œuvre qui a été la sienne, enfin l'axe de son action a été la sécurité d'Israël et très concrètement son armement. Pourquoi son armement ? Malheureusement, parce qu'il était nécessaire et qu'Israël s'est trouvé immédiatement plongé dans une situation de conflit, non pas de conflit municipal, mais de conflit existentiel. Il ne s'agissait pas de savoir si la frontière était ici ou là ou ailleurs, dans des territoires qui sont plutôt désertiques, ça n'a aucune importance. On reconnaît ou on ne reconnaît pas. Et du premier jour, il n'y a pas eu de reconnaissance. Alors à partir de ce moment-là, il faut se protéger. Et se protéger, Shimon Peres a su le faire avec élégance, avec humour également. On n'insiste pas suffisamment. Mais c'est un homme qui avait un très grand humour, une très grande finesse, mais qui savait faire également les choses telles qu'elles étaient utiles pour l'État d'Israël. C'était assurer sa sécurité. Marc Lefebvre, il fallait assurer la sécurité d'Israël. Et finalement, il n'y a pas de paradoxe peut-être entre le fait d'avoir construit la défense d'un pays qui avait besoin d'assurer sa sécurité et qui voulait ensuite œuvrer pour la paix. Parfaitement. Non, il n'y a pas de paradoxe du tout. En Israël, si vous voulez, ceux qui sont le plus partisans d'une paix et d'une entente avec le voisin palestinien, ce sont ceux qui ont été le plus au contact du conflit. Ce sont les militaires, ce sont les gens de la sécurité intérieure, ce sont les gens qui ont été en responsabilité. Et ceux-là savent qu'il n'y a pas de véritable sécurité sans un accord de paix viable, équitable et à long terme. Tous les politiciens qui sont des jusqu'au-boutistes nationalistes sont des gens qui se refusent à être au contact de la réalité de l'autre peuple. Et donc, il n'y a pas de paradoxe. La vie de Shimon Peres a été la vie d'un patriote, du début jusqu'à la fin. Un patriote qui s'est dévoué à la création, à la survie, à la pérennité de l'État d'Israël. D'abord, dans sa défense, quand l'État d'Israël était fragile, il a créé les conditions pour que cet État ne puisse pas être détruit physiquement. Mais à l'heure actuelle, la perpétuation de l'occupation risque de détruire ce pays à long terme d'un point de vue moral, du point de vue de son éthique, du point de vue de son but et de son projet initial. Et c'est là qu'est le débat actuellement en Israël. Et donc pour vous, ces implantations sont justement une question essentielle. Parce que le choix pour Israël dans les années qui viennent, c'est allons-nous perpétuer l'occupation et devenir d'une façon ou d'une autre un État binational, ce qui est le contraire du projet sioniste, ou alors arriverons-nous à faire un accord qui fait que les deux États pourront vivre côte à côte dans des conditions acceptables. Bernard Avenel, selon vous, ce rêve, cette idée, cet espoir d'une solution à deux États est-elle morte aujourd'hui ou y a-t-il encore un espoir ? Je crois qu'il y a encore un espoir, mais je suis fatigué par le problème de la sécurité d'Israël. Je suis pour la sécurité d'Israël. Mais cette sécurité d'Israël ne peut pas se faire au détriment de la sécurité des Palestiniens. Or, on ne parle jamais de la sécurité des Palestiniens qui sont en permanente situation d'insécurité. Là, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, le problème de la paix, c'est pas simplement de garantir la sécurité d'Israël, qui a les moyens de se la protéger, mais c'est de garantir aussi la sécurité du peuple palestinien. Et la sécurité du peuple palestinien, elle est assurée que si, en quelque sorte, ils ont la souveraineté politique sur leur territoire et la réalisation de tous leurs droits et autres. Donc moi, je pense que de ce point de vue-là, on confond un petit peu sécurité militaire d'Israël, qui se fait au détriment de la sécurité palestinienne, et sécurité politique des deux, fondée sur le respect des droits politiques des deux. Et pas seulement ça, mais on dit que la bombe nucléaire garantit la sécurité d'Israël.
mais ça met le monde arabe en situation d'insécurité permanente. Et ça même encourage, d'une certaine mesure, la course aux armements. Donc il y a là une situation qu'il faut aussi penser. Et je crois aussi que l'héritage de Pérez, c'est pas forcément d'avoir envisagé aussi cette double sécurité, finalement. Il n'y a pas que la sécurité d'Israël dans le monde. Il y a la sécurité du monde arabe et la sécurité des Palestiniens. Elle n'a pas été garantie par les sur accords. cette question, on n'a pas prêté suffisamment attention à la sécurité la communauté des Palestiniens. juive a été la première communauté de diaspora à prendre parti pour une solution à 2 États. Immodestement, je crois avoir apporté ma contribution à cette situation-là. Il n'empêche que une situation à 2 États, c'est pas l'un à la place de l'autre. Non. Je pense qu'il faut bien être d'accord là-dessus et même être très clair. C'est pas l'un à la place de l'autre. Reconnu. Alors, lorsqu'on parle de la sécurité des 2 partenaires, mais certainement oui. Sauf que lequel des 2 veut attenter à l'autre? Lequel des 2 veut la destruction de l'autre? Écoutez ce qu'on dit de toutes parts sur la destruction qui n'a pas cessé un instant depuis le jour de la création. Imaginons simplement, vous vivez en Israël, citoyen israélien ou pas, vous avez votre famille, vous y avez votre activité, vous vivez en Israël comme on vit dans tous les pays du monde. Et vous entendez chaque jour, que ce pays sera détruit, qu'il n'a aucun avenir. Et donc, bon, alors bien entendu, il y a, permettez-moi ce mot, il y a les sbroufs, d'accord, les sbroufs en politique, certainement. Mais finalement, à la longue et à la fin, ça fait quand même beaucoup. Alors, sécurité des 2 partenaires, certainement oui. Je pense qu'Israël n'a aucune intention. Israël est sorti du Liban. Israël est sorti de Gaza. On a vu la suite. On a vu la suite au Liban. On a vu la suite à... ne demandez pas plus au risque d'attenter à la propre sécurité des citoyens, laquelle n'est pas si bien assurée que ça par ailleurs. Vous savez, on découvre aujourd'hui en France, à travers le terrorisme en France, toutes les dispositions qu'il faut en Israël pour obtenir un semblant de sécurité, prendre l'autobus de Tel Aviv pour aller à Jérusalem et le faire dans des conditions à peu près acceptables. C'est un prix très lourd. Marc Le Pen. Oui, sur cette question de la sécurité, il y a 2 niveaux de sécurité. Il y a la sécurité physique et la sécurité psychologique. L'écrivain israélien connu Amos Oz dit que les Israéliens sont israéliens le jour, et quand ils rêvent ou qu'ils font des cauchemars la nuit, ils sont juifs. Ça veut tout dire. Les Israéliens, qui sont là depuis plus de 60 ans, n'ont pas encore une sécurité physique sur leur pérennité dans la région. Et il y a une anxiété, c'est un des facteurs de blocage. Une pour anxiété qui se traduit d'ailleurs par le fait que les faucons sont au pouvoir aujourd'hui. On pourrait dire une paranoïa, mais c'est une anxiété qui est d'ailleurs une anxiété qui est entretenue par le gouvernement israélien actuel pour justement justifier la perpétuation de l'occupation et des implantations. Donc cette anxiété est maintenue. D'un autre côté, sans vouloir offenser mon voisin, les Palestiniens qui n'ont pas de sécurité physique à court terme ont une sécurité psychologique à long terme. Moi, je l'ai vu dans des négociations ou dans des délégations israéliennes et palestiniennes que j'accompagnais, comment les Israéliens sont insécures à court terme sur les choses du quotidien, alors que les Palestiniens qui vivent dans une situation matérielle souvent beaucoup plus difficile sont beaucoup plus relax. Donc il y a ces 2 niveaux. Il y a ces 2 niveaux. Il y a ces 2 niveaux. Oui, mais des niveaux de... Il y a ces 2 niveaux. Et Pérez, pour revenir quand même à Shimon Peres, était quand même conscient dans son dernier parcours politique sur cette dimension, puisqu'il a quand même aussi, au-delà du plan politique, il a essayé de lancer des initiatives de coopération économique, de coopération humanitaire, pour petit à petit contribuer à changer la nature de la société palestinienne, même en l'absence d'un accord politique. Henri Lorraine, sur cette question de l'anxiété, de l'insécurité qui est au centre des préoccupations, et on le comprend, aujourd'hui ce sont les faucons qui sont au pouvoir en Israël, c'est la droite qui est au pouvoir. On s'est beaucoup posé la question depuis son assassinat, que serait-il passé si Yitzhak Rabin avait vécu, si cet assassinat n'avait pas eu lieu? Est-ce qu'une autre Israël aurait existé selon vous? Quelles auraient été les conséquences pour le processus de paix? C'est ce qu'on appelle de l'histoire contrefactuelle, ce qui est toujours évidemment quelque chose de délicat à faire. Ce qu'on peut dire, c'est que Yitzhak Rabin et Peres en 1995 avaient un horizon d'attente, ça c'est bien connu parce qu'ils l'ont déclaré publiquement à ce moment-là,
qui était en gros ce qu'on appelle le plan Allon, c'est-à-dire un État palestinien éventuel, c'était pas sûr, enclavé dans le territoire israélien et confiscation, annexion, ce que vous voulez, de 30% de la Cisjordanie, mais par contre, fin de la colonisation dans la bande de Gaza. Ceci était évidemment totalement inacceptable pour les Palestiniens. Alors ensuite, la séquence chronologique après la mort de Rabin est extrêmement rapide, puisque quand Pérez accède au pouvoir, il préfère négocier avec la Syrie plutôt qu'avec les Palestiniens, donc on a perdu du temps sur le sujet. Et ensuite, il décide de faire des élections anticipées. Et ensuite, on a eu donc à la fois les violences qui se sont heurtées avec les attentats et d'autre part l'invasion du Liban et le massacre de Cana, dont Pérez est aussi responsable. Et donc, il est tombé. Ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que l'échec de Pérez à ce moment-là n'a fait que de retarder l'échéance de 3 ans ou 4 ans, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en 2000 exactement dans les termes. Si on avait entamé une vraie négociation à ce moment-là, on se serait aperçu des problèmes plus tôt qu'au moment de Camp David. C'est une autre vision que celle qu'on a entendue dans le courant de la journée, Bernard Ravenel, de l'héritage politique de Shimon Peres, de ce qu'il a réussi finalement. Il y a aussi cet échec finalement important en ce qui concerne la mise en œuvre de ce qu'il avait souhaité d'un point de vue de politique domestique. D'abord, je ferai un premier rappel. En 1999, il n'y a eu aucun attentat palestinien. Et pourquoi il n'y a eu aucun attentat cette année-là? C'est ce qu'a dit d'ailleurs Ayalon, qui était responsable de la sécurité d'Israël à cette époque-là. Parce qu'il y avait encore un espoir de paix, de solution politique. À partir du moment où il n'y a plus d'espoir de solution politique, c'est difficile de penser que ces Palestiniens étant dans une perspective permanente d'insécurité, précisément, ne réagissent pas, ne résistent pas. Parfois, ils résistent de manière violente, mais parfois aussi de manière non violente. Et la résistance non violente est aussi réprimée. Donc, il y a ce problème. Je pense que Oslo, c'est une certaine mesure, c'est un peu une parenthèse dans la vie de Pérez. Mais enfin, il faut en tirer quand même un minimum de bilan qui peut s'attribuer à Pérez. Moi, je crois qu'il y a eu deux éléments plutôt positifs dans cette affaire. C'est la reconnaissance de l'OLP comme représentant du peuple palestinien. C'était pas acquis, c'est irréversible maintenant, etc. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on a reconnu quand même que c'était un conflit territorial. Cette représentation, elle parlait aux États arabes, elle parlait au roi de Jordanie, elle parlait à Nasser à l'époque en Syrie. La privatisation, en quelque sorte, de l'identité palestinienne à Arafat ne s'adressait pas du tout à Israël, mais au contraire aux différents États arabes qui la contestaient. Qui avait revendiqué des droits sur Jérusalem? Qui revendiquait? C'était bien les pays arabes qui contestaient à ce moment-là. Arafat avait d'abord à s'imposer, l'OLP, à s'imposer à ses propres partenaires, qui au gré des situations et des influences géraient la situation. Alors, Bernard Ravenel. Et puis le deuxième point, c'est que il y a eu de fait un partage pour la Palestine, en faveur de la Palestine, et c'était une défaite des partisans du Grand Israël en Israël. Là, c'était important politiquement, mais ça n'a pas été malheureusement assumé par la suite. Par contre, Pérez n'a pas accepté de fait un certain nombre de processus qui auraient dû se faire. Il a fait continuer la colonisation, alors que la colonisation, c'est le principal problème à régler. Il y a là quelque chose de terrible. Et puis, finalement, je crois que l'architecture même des accords d'Oslo nécessiterait une analyse critique par rapport aux 5 ans qui ont été donnés pour discuter des problèmes de fond in fine. Et puis, parce qu'en fait, les accords d'Oslo sont surtout aussi des accords économiques qui mettaient quelque part, et d'ailleurs, Pérez, j'ai lu son livre sur la marche, comment ça s'appelle, un livre sur la perspective économique, intéressant d'ailleurs, mais qui mettait aussi l'économie palestinienne sous dépendance de l'économie. Donc, pas de souveraineté. Ce que je voulais, pour essayer de clore le débat sur les accords d'Oslo, qui est un débat un petit peu académique, je pense effectivement, comme Bernard Ravenel, qu'il y a eu un fait acquis à partir des accords d'Oslo, c'est que l'opinion publique israélienne a reconnu
qu'il y avait un fait national palestinien, une autorité nationale palestinienne, et qu'il y avait une certaine légitimité aux revendications nationales palestiniennes, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je veux dire, quand on discutait avec Golda Meir des Palestiniens, c'était comme parler à un mur. Et c'était pas le mur des lamentations, c'était le mur des cris et des hurlements. Bon, ça c'est un point qui a été positif, qui a été acquis. La faiblesse des accords d'Oslo, c'est qu'on a décidé d'un commun accord de mettre de côté les sujets qui fâchent, les sujets sensibles, c'est-à-dire la revendication palestinienne du droit au retour, les souverainetés sur Jérusalem, etc., etc. On a dit on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Donc, on a laissé la porte ouverte aux extrémistes des deux côtés, qui se sont engouffrés et qui ont créé chacun de leur côté. Il y a eu, tout de suite après les accords d'Oslo, il y a eu des attentats en Israël, des bus qui ont sauté à Tel Aviv, qui ont cassé le moral des Israéliens et qui ont cassé la spirale d'espoir. Et de l'autre côté, d'autres qui ont justifié tout de suite après les une implantations, instabilité qui etc. était quelque part contenue dans l'architecture des accords eux-mêmes. Dans les accords elles-mêmes, il y avait cet échec parce que les accords étaient otages des extrémistes des deux côtés. Maintenant, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est le prototype des accords de Genève, qui ne sont pas des accords officiels, mais des personnalités représentatives israéliennes et représentatives palestiniennes mandatées ont travaillé sur un accord type, qui serait l'accord idéal. Et cet accord qui va au bout des choses, qui traite de toutes les questions, qui traite la question des frontières, qui traite la question des souverainetés sur les lieux saints, le partage de Jérusalem, le droit des réfugiés, etc. Ces accords de Genève ils datent de plus de 10 ans maintenant, mais c'est la base incontournable. C'est comme ça que le conflit sera résolu un jour ou l'autre. Mais il ne sera pas résolu sous d'autres paramètres que ces paramètres-là. Je suis totalement d'accord à ce qui vient d'être dit. Les accords de Genève correspondent à l'application sur le papier de ce qu'on appelle les paramètres de Clinton de 2000, ce qui permet de les visualiser, et c'est la seule solution politique possible au conflit. Ce dont j'ai peur, c'est qu'on s'en éloigne toujours plus aujourd'hui. Bernard Kanovich, c'est la base d'une future solution. Je ne voudrais pas dire des choses définitives, ça n'est ni mon rôle ni ma position, mais les paramètres sont connus. On pourrait dire, en effaçant tellement de choses, que la solution est connue et on sait comment elle se fera. Mais elle ne se fait pas. Voilà un point. Pourquoi elle ne se fait pas ? Pourquoi de 1947 à aujourd'hui, elle ne se fait pas ? Je reviens aux fondamentaux. Pendant 20 ans, de 1947 à la guerre des 6 jours, 20 ans, il y avait des implantations ? Non. Il y avait une reconnaissance ? Non plus. Il y avait l'État Il y palestinien ? avait un dialogue ? Il y avait Non. l'État palestinien ? Il y avait une demande d'État palestinien ? Oui. L'État palestinien a été offert en 1947, le 17 novembre, relisez la déclaration. Où il est passé cet État ? Où est-il passé ? Il y avait juste un petit problème qui était 700 000 réfugiés en 1948 et il y avait une résolution de l'ONU, d'ailleurs votée à la demande des États-Unis, qui impliquait un droit au retour, ce qui rendait... Alors, on peut discuter... Droit de retour pour les réfugiés ayant des intentions pacifiques. Oui, absolument. oui. Très rapidement, Même question. Pourquoi est-ce que, connaissant les paramètres, qui peu ou prou seront effectivement... Bon, on ne va pas inventer des problèmes qui n'existent pas, et ceux qui existent sont connus. Les spécialistes, je me tourne vers Henri Laurent, les connaissent historiquement, politiquement, culturellement, humainement. Bon, il y en a peut-être d'autres qui vont apparaître au cours de la négociation, mais les fondamentaux sont à peu près connus. Eh bien, pourquoi dans une situation où les choses sont en place, rien ne bouge, et au contraire, tout est vissé, verrouillé ? Parce qu'il y a une faiblesse des dirigeants politiques des deux côtés. parce Il y a une incapacité ou une non-volonté, Le en rôle tout cas du des hommes côté n'est pas israélien. négligeable, certainement. On a en face de nous, et c'est ce qui était dit tout à l'heure par Raphaël Bronstein, on a en face de nous des politiciens et pas des hommes d'État, Oui, bon, pas il y a des gens trop de qui sont monde sur prêts à la prendre des ligne. risques. Voilà, on se téléphonerait, on pourrait dire vulgairement, il y a trop de monde sur la ligne, on ne s'entend pas, on ne s'entend pas. C'est pas seulement ça, c'est Votre pas réponse seulement à cette question, ça. C'est pas pourquoi seulement ça ne bouge pas ? Pourquoi est-on toujours bloqué ? Parce que le rapport de force, malheureusement, au niveau international et politique et militaire, presque, je dirais, en faveur d'Israël, et qu'Israël a élu une majorité de droite qui refuse de négocier et qui refuse d'appliquer le droit international, et que les Américains ne veulent pas non plus qu'il soit appliqué aujourd'hui. C'est un seul problème. Je dirais un point, pour terminer un peu peut-être ce débat pour moi, c'est que ce qu'a été les accords d'Oslo, c'était, d'une certaine mesure, une demi-souveraineté accordée aux Palestiniens. Or, tous les peuples colonisés
ont pu être décolonisés que lorsqu'on leur a accordé une souveraineté complète. Sinon, une demi-souveraineté, ça n'existe pas pour un peuple qui se bat pour sa liberté. Alors, et donc, comment réaliser cette souveraineté complète? Ça peut être que par l'application du droit international et qui en quelque sorte, est la solution que tout le monde connaît, bien entendu, mais que, certainement, du côté Israël, aujourd'hui, on ne veut pas en tenir compte. Sur ce, on va faire un point maintenant sur ce qu'en disent les internautes. C'est un œil sur les médias. Et on en parle tout de suite avec Myriam Amellal, on l'imagine, les internautes qui ont vivement réagi aujourd'hui à l'annonce du décès de Shimon Peres. Oui, beaucoup de réactions, Mélissa, et on peut dire que les réactions sont très clivées. On parle soit de l'homme de paix, soit de l'homme de guerre. Tout dépend de qui parle. Et évidemment, ces deux opinions sont presque irréconciliables sur les réseaux sociaux. On va commencer. Oui, les deux ont raison. C'est peut-être une autre façon de le dire. On trouve très peu d'articles aussi qui parlent de ces deux facettes, à part un, je vous en parlerai tout à l'heure. Enfin, j'en ai trouvé un, il y en a sans doute d'autres, mais j'en ai relevé un en tout cas. On va commencer par les réactions positives, notamment sur Twitter. La mort de Shimon Peres, Israël a perdu un grand leader et le monde un artisan de la paix. Vous avez aussi cette autre réaction, mes pensées pour toi, patron israélien des négociations des accords d'Oslo et qui croit encore à la paix. Pour ce qui est de la presse israélienne, évidemment, on en parle énormément. Il fait la une de tous les journaux israéliens. Vous avez ici Yediot Aharonot qui parle de lui également. La presse israélienne parle d'Oslo, mais parle aussi du pionnier du nucléaire israélien. On retrouve beaucoup ça dans la presse israélienne, de son rôle politique, du fait qu'il a vu naître la nation israélienne. C'est un des pères fondateurs pour beaucoup. Et puis, donc, vous avez pour Yediot Aharonot. Pour Maariv aussi, vous avez un portrait dithyrambique de l'ancien président israélien. Et vous avez aussi, on va voir tout de suite s'afficher, c'est sans doute, Jérusalem Post, qui parle du nucléaire, l'architecte du programme nucléaire israélien. Et enfin, c'est un peu lent, ça va s'afficher, Haaretz, qui dit que... dans le titre, que Shimon Peres a été un peu stoppé sur le chemin de la paix, qu'il n'a pas pu poursuivre ses ambitions de paix. C'est ce qu'on peut lire en tout cas dans la presse israélienne. Un mot, bien sûr, maintenant de l'autre côté de la question, Myriam, bien sûr, la presse palestinienne. Alors d'abord, on a la réaction de Leila Shahid, qui était ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne. Pour elle, Shimon Peres a beaucoup déçu. En fait, elle parle d'une immense déception, qu'il a déçu le camp de la paix côté israélien ou côté palestinien. Elle sous-entend une trahison lorsqu'il a rejoint le gouvernement d'Ariel Sharon. Et elle dit que finalement, il n'a pas réussi à atteindre cette ambition de paix et qu'il a beaucoup déçu. C'est ainsi qu'elle le décrit. Vous avez aussi d'autres réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez par exemple cette réaction, on parle des Palestiniens qui explosent de joie à la mort de Shimon Peres. C'est une façon de montrer justement qu'on ne réagit pas de la même façon des deux côtés. Et puis, vous avez ce tweet en arabe qui dit qu'il a pris les vies d'innocents dans le massacre de Cana et qu'on ne le regrettera pas, dit ce tweet. Alors, on en parle beaucoup dans la presse arabe, le massacre de Cana, et aussi dans certains journaux de la presse occidentale, par exemple Middle East, ce site internet qui revient justement, je vous montrer le titre qui est très intéressant, Shimon Peres n'est pas un homme de paix, dit ce titre. Est un criminel de guerre, c'est ce que dit le titre de Middle East Monitor. Alors ils reviennent dans cet article sur tous les points négatifs qui ont marqué un petit peu le parcours de Shimon Peres, notamment les accords nucléaires, mais aussi les massacres de Cana, son soutien au blocus à Gaza. Vous avez ce dessin qui va apparaître, qui reprend un petit peu cette idée, avec la carte du Liban, Cana, et puis cette médaille qui symbolise le prix Nobel de la paix, qui entache un petit peu, ça va venir, hop,
le massacre de Cana qui remet en question un petit peu le prix Nobel de la paix. Et puis, autre réaction, c'est celle de Robert Fisk, parce qu'il était le premier journaliste sur les lieux lors du massacre de Cana. Il revient justement sur ce massacre et il dit lui-même qu'il n'était pas un peacemaker, un homme de paix. Donc voilà ses avis très très différents sur la toile. Et puis cet autre dessin qui parle de Gaza cette fois avec la médaille du prix Nobel de la paix et cette arme une fois de plus qui remet en question. Et finalement, je vous le disais au début de cette chronique, il y a un article qui parle finalement, et ben voilà, il n'y est plus. C'était un article dans Moyen-Orient 21 qui disait que finalement Shimon Peres a de multiples facettes et que c'est comme ça qu'on pourrait résumer le personnage. Je ne sais pas si on a le temps, un petit peu de temps. Je voulais juste vous montrer une petite vidéo très agréable, on va dire. C'était le dessinateur Plantu qui avait rencontré en 92 Yasser Arafat et Shimon Peres et qui leur a demandé de faire un petit dessin et de le signer pour faire avancer la paix. Je ne sais pas si on peut voir la vidéo. C'est de la regarder très rapidement, peut-être. Voilà. Je ne sais pas si on l'a, voilà. Voilà, ça c'est le dessin en question. Et ensuite, voilà, Yasser Arafat qui fait l'étoile de David sur le drapeau israélien et qui signe. Et il n'y a plus qu'à le signer. Voilà. Ah ouais. Une vidéo extraordinaire. Merci beaucoup, Myriam Amellal. Un point donc sur ce qu'en disait la presse, les internautes ce soir de cette disparition de Shimon Peres dont on a parlé dans ce débat ce soir. Merci infiniment à mes invités d'y avoir participé. On est ravis de vous avoir reçus. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain soir à la même heure pour un nouveau débat sur France 24. Très bonne soirée.